Bonsoir, donc c'est pour moi un grand plaisir et un honneur de donner le premier séminaire suite donc au cours de Françoise, que je remercie aussi de m'avoir sollicité pour faire cette introduction générale en fait à la physique et à l'astrophysique des trous noirs, donc des aspects qui seront sans doute détaillés, explicités par la série de séminaires qui suivra et évidemment la série de cours de Françoise. Alors, un petit rappel, en fait, c'est que la notion de trou noir, plus exactement ce qu'on appelait astre invisible, avait déjà été envisagée dans le cadre de la gravitation newtonienne, puisque à la fin du XVIIIe siècle, l'astronome anglais John Michell et puis le français Pierre-Simon de Laplace avaient imaginé l'existence d'astres dans l'univers suffisamment massifs pour qu'à leur surface, la vitesse de libération dépasse la vitesse de la lumière. Auquel cas, donc, un petit peu comme sur ce schéma un petit peu naïf, les rayons lumineux retombaient à la surface du trou noir, un petit peu comme le jet d'une fontaine. On m'avait pourtant montré l'endroit où il fallait appuyer. Ah, voilà, c'est ici. Voilà. Les rayons lumineux retombaient à la surface du trou noir de l'astre invisible, comme un petit peu les jets d'eau d'une fontaine. Simplement, à l'époque de Michell et Laplace, on ignorait qu'il puisse y avoir dans l'univers des objets à très grande densité. On ne connaissait que des objets de densité ordinaire, densité de la Terre ou la densité du Soleil, c'est-à-dire quelques grammes par centimètre cube. Et donc, ils avaient calculé le profil de cet astre invisible pour un astre ayant à peu près la densité du Soleil. Ils avaient découvert qu'il fallait donc, ils avaient calculé qu'il fallait qu'un astre ait 500 fois le rayon du Soleil pour devenir invisible, c'est-à-dire avec une vitesse de libération supérieure à la vitesse de la lumière. De fait, la formule plus générale, qui, comme je le préciserai, sera redécouverte par Karl Schwarzschild dans le contexte de la relativité générale, c'est donc un certain rayon critique à l'intérieur duquel un objet doit être confiné, et le rayon critique donc, est proportionnel à la masse du trou noir, le fameux rayon de Schwarzschild dont a évidemment parlé Françoise, et qui est en unité de masse solaire de 3 km. Cela implique immédiatement que pour que notre Soleil, par exemple, ou une étoile de une masse solaire soit un trou noir, il faudrait la comprimer à l'intérieur d'une sphère de 3 km de rayon, ce qui implique évidemment des densités extrêmement élevées. Si on joue le jeu pour la Terre, il faudrait la confiner à l'intérieur d'une bille de 1 cm. Voilà. Donc, ça veut dire que le trou noir est un objet extrêmement compact, c'est-à-dire qu'il faut rassembler une certaine masse à l'intérieur d'un certain volume. Alors ça, c'est simplement la gravitation newtonienne, et c'est vrai que la notion d'astre invisible a été oubliée tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle. Il a fallu attendre la relativité générale, dont je rappelle, nous fêtons exactement le centenaire cette semaine, le 25 novembre 1915, première publication des équations exactes des équations d'Einstein, qui décrit, comme vous le savez, la gravitation non plus en termes d'une force d'attraction newtonienne, mais en termes d'une courbure de l'espace-temps. Alors ici, de façon un petit peu métaphorique, ici on aurait le tissu de l'espace-temps sans gravitation, ou en tout cas avec une gravitation faible, et en bas, on a le tissu de l'espace-temps déformé localement par un corps massif, avec donc également, évidemment, distorsion des rayons lumineux qui tissent en quelque sorte la trame élastique de l'espace et du temps. Les équations de la relativité, les équations d'Einstein, qui remplacent évidemment les équations de Newton, mettent en fait en une sorte d'équivalence entre la courbure et la distribution de matière et d'énergie dans l'espace-temps. Donc à gauche, on a un objet géométrique qu'on appelle un tenseur, une sorte de matrice 4-4, si vous voulez, qu'on appelle le tenseur d'Einstein, qui rassemble un petit peu toutes les propriétés de courbure engendrées par la masse. Et à droite, vous avez un tenseur qui s'appelle un tenseur impulsion-énergie qui, lui, rassemble l'information sur la distribution et le mouvement de la matière et de l'énergie. Et la beauté, l'élégance de la relativité générale, c'est de poser une équivalence entre les deux. La matière et l'énergie courbent l'espace-temps, et la courbure de l'espace-temps dicte les mouvements de la matière et de l'énergie. C'est ça l'essence même de la relativité générale. Alors, très rapidement, s'est posée la question fondamentale de ce qu'on va appeler l'effondrement gravitationnel. Dans cette vision, certes un petit peu métaphorique, de la distorsion du tissu élastique par un corps massif, si le corps devient de plus en plus massif ou de plus en plus compact, plus précisément, qu'est-ce qu'il advient du puits gravitationnel creusé donc, dans le tissu élastique de l'espace-temps?
Donc le sujet a d'abord été abordé, pas sous l'angle de l'effondrement gravitationnel, mais sous l'angle de trouver la première solution exacte des équations de la relativité, décrivant la structure de l'espace-temps vide autour d'un objet simplement statique, sphérique. On ne connaît pas encore le trou noir, en tout cas on a oublié la notion d'astre invisible, ça peut être tout simplement le Soleil, mais comme on va le voir, ça peut être également un trou noir. Donc c'est Karl Schwarzschild qui découvre en 1917 cette première solution. À la suite des études sur l'effondrement gravitationnel relié à l'évolution des étoiles a conduit Chandrasekhar, vous le savez, dans les années 1920, à prédire la formation de naines blanches qui traduisent l'effondrement gravitationnel du cœur d'étoiles modérément massives, dont le cœur de ces étoiles se contracte, mais la résistance de la matière, due en fait à la pression de dégénérescence des électrons, comme on dit, un phénomène quantique bien compris, empêche un écrasement successif, et on a donc la formation d'une naine blanche, un résidu stellaire à surface solide, un objet à relativement haute densité. Et puis après, on a compris que pour les étoiles initialement plus massives, eh bien, le cœur pouvait s'effondrer au-delà du stade de la naine blanche, puisque Chandrasekhar avait notamment démontré qu'une naine blanche ne peut pas être plus massive qu'une certaine limite, qu'on appelle la limite de Chandrasekhar, et qui est précisément de 1,4 fois la masse du Soleil. Or, des étoiles initialement relativement massives peuvent développer des cœurs plus massifs, et donc là, les modèles nous disent qu'on a la formation possible donc, de ce qu'on appelle une étoile à neutrons. Pardon, il s'est passé quelque chose de bizarre. Bon, je reviens là-dessus. Et donc le processus d'effondrement gravitationnel a été étudié en 1939 par Robert Oppenheimer, qui a été le premier en fait à calculer un effondrement gravitationnel relativiste. Ensuite, donc, ces notions d'effondrement pouvant conduire à la formation de trous noirs ont été étudiées par de nombreuses personnes. Initialement, le trou noir objet théorique, objet relativiste, a connu son âge d'or dans les années 1950, 1960 et 70, avant de connaître après son âge d'or expérimental et observationnel, dans lequel nous sommes toujours. Et donc, beaucoup de personnes, Brandon Carter, qui a été mon ancien directeur de thèse, Stephen Hawking, évidemment, mais John Wheeler, surtout, que l'on oublie parfois, mais qui est vraiment à la source de beaucoup de développement sur la physique des trous noirs, à qui l'on doit même le terme de black hole, le terme de trou noir, également le terme de trou de verre et toute une nomenclature liée au trou noir ont participé donc à cette compréhension de l'effondrement gravitationnel. Alors justement, un retour sur les processus de formation possibles des trous noirs, en tout cas à l'échelle stellaire. Eh bien, voilà, ce diagramme rappelle cette chose fondamentale. Le grand succès de la théorie sur l'évolution stellaire au XXe siècle consiste à pouvoir calculer finalement l'évolution du cœur de ces étoiles-là. Alors ici, vous avez un diagramme qui montre ici la masse de l'étoile en unité solaire, et puis ici la densité centrale de ces étoiles-là, en grammes par centimètre cube. Donc le Soleil se place ici, puisque donc, une masse solaire est à peu près 100 grammes par centimètre cube. Bien. Ici, donc, après, vous avez les trajets d'évolution de ces étoiles. Il est évident qu'au cours de l'évolution des étoiles, le cœur va progressivement se contracter, surtout à la fin, évidemment, du régime d'émission d'énergie par la réaction thermonucléaire, et donc la densité du cœur va augmenter et l'effondrement gravitationnel se traduit par un trajet vers le bas. Et comme je vous le disais, eh bien, le trajet vers le bas s'arrête à la formation de naines blanches, c'est-à-dire les modèles donc, numériques suggèrent que ce processus-là concerne toutes les étoiles jusqu'à environ 8 fois la masse du Soleil, ce qui correspond à peu près à 90% des étoiles de l'univers. C'est évidemment le cas de notre propre Soleil. Ensuite, donc, le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, Chandrasekhar a montré que les naines blanches ne peuvent pas être plus massives que 1,4 fois la masse du Soleil. Or, il se trouve que les étoiles dont la masse initiale est comprise entre 8 fois la masse du Soleil et à peu près 40 fois, développent des cœurs plus massifs. Et là, on a la formation de ce qu'on appelle une étoile à neutrons. C'est un objet encore beaucoup plus concentré, à surface solide également, à peu près 10 km de rayon pour une masse de l'ordre d'une masse d'étoiles. Mais là aussi, pour les étoiles à neutrons, les étoiles à neutrons ne peuvent pas supporter une certaine masse maximum, qui est de l'ordre de 3 fois la masse du Soleil. C'est-à-dire la résistance de la matière
qui est une pression de dégénérescence neutronique, cette fois-ci, qui résiste à la compression. Elle est dépassée par les forces de gravitation au-dessus de cette masse-là. La physique actuelle ne propose pas d'autre alternative que la formation de trous noirs au-delà de ce stade-là. Et cela concernerait donc l'évolution finale, les fondements gravitationnels des étoiles initialement plus massives qu'environ 45 fois la masse du Soleil. On estime que ça peut correspondre statistiquement à peut-être une étoile sur 10 000. Malgré tout, comme il y a des 100 milliards d'étoiles dans une galaxie, par exemple, une étoile sur 10 000, ça fait quand même pas mal de millions de trous noirs stellaires. Alors ce processus-là explique la formation de trous noirs de masse stellaire, restera à expliquer éventuellement la formation de trous noirs de masse différente, j'y viendrai. Donc voilà, récapitulation, une masse initiale de 40 masses solaires, le cœur de l'étoile s'effondre et donne naissance à un trou noir. Il se trouve dans notre galaxie, nous avons au moins un candidat, qui est actuellement en très mauvaise santé, comme on le voit tout de suite. Ça s'appelle Eta Carina. C'est une étoile hyper lumineuse, 5 millions de fois la luminosité du Soleil, une masse de 120 fois la masse du Soleil. Les modèles nous indiquent que cette étoile devra exploser en ce qu'on appelle une hypernova, un processus extraordinairement violent qui libère essentiellement son énergie sous la forme d'un sursaut de rayons gamma. Je précise que cette étoile a peut-être déjà explosé en hypernova et nous n'en avons peut-être pas encore reçu le signal, puisque cette étoile est condamnée à très court terme. Alors, un sursaut gamma, ça a fait longtemps partie des grands mystères de l'astronomie, à partir du moment où on les avait détectés, on en ignorait la nature. Et aujourd'hui, dans les sursauts gamma, ce sont parmi les phénomènes les plus énergétiques de l'univers, à côté des quasars, etc. Mais on a une énergie qui est extraordinairement concentrée sur une période de temps extrêmement courte. Un sursaut gamma, typiquement, dure de quelques secondes à quelques dizaines de secondes, et l'énergie libérée dans un sursaut gamma est de l'ordre de plusieurs fois l'énergie d'une galaxie tout entière. Et donc, au moment d'un sursaut gamma, on peut avoir une contrepartie lumineuse, ici captée par le télescope spatial Hubble, qui devient pratiquement aussi lumineuse qu'une galaxie tout entière. Alors, la modélisation des sursauts gamma a fait de grands progrès au cours des dernières années. On distingue généralement deux types de sursauts, les sursauts longs et les sursauts courts. Les sursauts longs sont de l'ordre de 10 moyenne, c'est une dizaine de secondes, et les sursauts courts, un dixième de seconde seulement. Pour ces deux types de sursauts, dans les deux cas, la formation d'un trou noir est invoquée. Pour les sursauts longs, ce serait donc une explosion d'hypernova, donc un effondrement gravitationnel d'une étoile unique, formant donc un trou noir avec un résidu gazeux autour. Tandis que pour les sursauts courts, ce serait une fusion de binaires d'étoiles à neutrons, deux étoiles à neutrons qui fusionnent, qui dépassent donc la masse critique de stabilité des étoiles à neutrons qui se transforment en trou noir, et dans les deux cas, formation d'un trou noir avec éventuellement libération d'un jet puissant. Bien, voilà pour la formation des trous noirs stellaires. Je dirais peut-être un mot tout à l'heure sur la formation des trous noirs supermassifs, voire des micro-trous noirs. Les trous noirs ordinaires, les trous noirs stellaires, taille comparée des étoiles d'une masse solaire. Ici, c'est un petit montage que je me suis amusé à faire dans un de mes ouvrages sur les trous noirs. La taille du Soleil par rapport à ce qu'on appelle une géante rouge, c'est-à-dire ce que deviendra le Soleil dans quelques milliards d'années. Mais la taille du Soleil par rapport à une naine blanche, c'est-à-dire ce que le Soleil, le cœur du Soleil, deviendra dans quelques milliards d'années, on a évidemment un objet beaucoup plus compact. La taille d'une naine blanche par rapport à une étoile à neutrons, et finalement la taille d'un trou noir de type stellaire par rapport à une étoile à neutrons. Il n'y a pas un énorme contraste de taille, effectivement, pour une masse donnée, mais on a ici des effets tout à fait nouveaux, des effets relativistes. Il y en a déjà au niveau d'une étoile à neutrons, mais là, les effets relativistes pour le trou noir sont réellement extrêmement important. Et là, je rappelle donc cette fameuse formule, la formule de rayon de Schwarzschild, qui nous dit que donc, le rayon critique d'un trou noir est proportionnel à la masse. Alors justement, une idée assez répandue dans la vulgarisation, c'est que le trou noir est un objet dense. Ce n'est absolument pas le cas. Françoise l'a mentionné. Ce qu'on va appeler
en français, parce que des fois quand j'utilise le terme de densité, c'est une traduction de l'anglo-saxon density, mais il faut dire masse volumique, paraît-il. Voilà. La masse volumique moyenne d'un trou noir est proportionnelle à l'inverse du carré de la masse. Ça veut dire qu'effectivement, pour un trou noir stellaire, 10 fois la masse du Soleil, ben, la densité moyenne, hein, voilà, masse volumique moyenne, c'est énorme. Hein, 1 million de milliards de grammes par centimètre cube. Et bien déjà, pour le trou noir galactique, Sagittarius A, 10 puissance 6 masse solaire, la densité n'est plus que de 1000, et pour un trou noir supermassif, 1 milliard, la densité est plus faible que la densité de l'air. Donc vous voyez, le trou noir n'est pas un objet dense, c'est un objet compact, à rassembler une certaine masse à l'intérieur du rayon critique. Alors, quelques éléments de base sur la physique des trous noirs. Objet donc purement relativiste, donc on le décrit par ce qu'on appelle des diagrammes d'espace-temps, qui sont fort commodes pour décrire de façon visuelle, sans avoir besoin d'écrire des équations compliquées, les propriétés. Ici, c'est l'effondrement gravitationnel sphérique qui va donner naissance à un trou noir de Schwarzschild. Ici, donc, vous avez le temps qui va vers le haut, vous avez une étoile qui est en effondrement gravitationnel, et il y a un certain moment donc, où l'étoile se transforme en trou noir, c'est l'intérieur donc, de ce tube gris et la surface du trou noir, et donc l'horizon des événements. Je précise, ce n'est pas une surface solide, contrairement aux surfaces des naines blanches ou des étoiles à neutrons, c'est simplement le bord d'un puits gravitationnel. Si vous franchissez ce puits, ben, vous êtes capturé par le trou noir et vous ne pouvez pas ressortir. En tout cas, vous ne pouvez pas ressortir par le même chemin. On verra qu'il y a une possibilité peut-être de ressortir ailleurs. À côté de cet effondrement gravitationnel des diagrammes d'espace-temps, j'ai mis un petit peu ce tissu élastique qui est de plus en plus distordu, le creusement du puits de gravitation comme une distorsion locale de la courbure de l'espace-temps, jusqu'à donc la formation du trou noir, l'apparition d'un horizon des événements, et puis au fond du trou noir, le puits bouché, bloqué par ce qu'on appelle une singularité, un nœud de courbure infinie. Ça, c'est pour le trou noir de Schwarzschild, le trou noir sphérique. Maintenant, en enrichissant un petit peu ce diagramme d'espace-temps, en utilisant ce qu'on appelle les cônes de lumière, qui indiquent, à partir d'un point donné de l'espace-temps, les trajectoires possibles des rayons lumineux, qui sont nécessairement confinés à l'intérieur d'un cône, qu'on appelle le cône de lumière. Les rayons lumineux tissent le cône, et les particules ordinaires qui circulent à des vitesses inférieures circulent à l'intérieur du cône de lumière. Donc finalement, en chaque point de l'espace-temps, le cône de lumière va dicter les trajectoires possibles. Voilà. Donc vous voyez que les cônes de lumière qui sont attachés à la surface de l'étoile vont permettre aux rayons lumineux d'échapper. Ici, j'ai mis simplement la ligne d'univers d'un observateur extérieur, par exemple la distance constante du trou noir, en orbite circulaire par exemple. Donc sa ligne d'univers, elle est absolument verticale, parallèle à ça. Alors qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, on voit que les rayons lumineux émis à intervalles de temps constants sur la surface de l'étoile, avec le temps propre, le temps réel, une horloge à la surface de l'étoile qui émet par exemple chaque seconde un signal lumineux, eh bien, sont reçus à l'extérieur, mais vous voyez qu'à mesure que l'étoile s'effondre, le décalage des intervalles de réception devient de plus en plus grand. Ça, c'est un phénomène typiquement relativiste, la dilation temporelle. Et on a le temps apparent, le temps extérieur au trou noir, est très différent du temps propre d'effondrement. Et ce temps-là va diverger à mesure que le point à la surface de l'étoile va s'approcher de la condition critique du trou noir. La formation du trou noir, c'est le moment où tous les cônes de lumière sont tellement inclinés vers l'intérieur que vous voyez qu'à partir de ce moment-là, eh bien, rien ne peut plus échapper au trou noir. Donc on a une description purement relativiste, extrêmement simple et facile à comprendre, je pense, de ce phénomène-là, capture, formation d'un horizon des événements. Et toujours pour ce trou noir de Schwarzschild, vous voyez que les trajectoires, une fois passé ce stade-là, convergent nécessairement vers le centre, donc vers une singularité au centre même du trou noir. Donc on retrouve bien ces effets de temps élastique exacerbés par le champ gravitationnel extrême du trou noir, où on a le temps propre, le vrai temps, qui serait mesuré par un observateur en chute libre dans le trou noir, est très différent du temps apparent, du temps extérieur. Alors, illustré, comme je l'ai fait dans un livre, par cette petite scène d'une paire d'astronautes qui se trouvent, voyagent dans l'espace, c'est un peu de science-fiction, qui se trouvent un trou noir, et l'un des deux, disons qu'il s'appelle Jean, il décide d'explorer le trou noir, plonger dedans, voyage sans retour évidemment, et Pierre, lui, reste à l'extérieur pour observer la scène, donc c'est exactement le cas précédent.
Et puis donc Jean décide de faire un dernier salut à l'humanité. Alors lui, il a son propre chronomètre, il va faire un salut qui va à peu près durer à peu près un peu plus d'une seconde, et il va choisir de faire son salut au moment où il a ce geste-là, il traverse l'horizon du trou noir. Voilà. Maintenant, ce qu'observe Pierre de l'extérieur, initialement, le geste est identique, mais à mesure que le temps passe, le temps se fige en quelque sorte, une sorte de gel temporel du temps apparent, et en fait, Pierre ne verra jamais Jean atteindre même l'horizon du trou noir, puisque donc cette scène est repoussée dans le futur infini. Alors, donc, ce qui peut se traduire, après, si on met ça en équation, voilà, on écrit le temps propre, qui est un temps de chute parfaitement fini, et le temps apparent qui connaît cette asymptote à l'horizon. Alors, ça peut être troublant pour notre notion habituelle de qu'est-ce que c'est que la réalité, etc., de penser qu'en fait, il y a plein de trous noirs actuellement dans notre univers, mais pour eux, ils ne sont pas formés. Ils ne sont pas vraiment formés. Ils sont tout près d'être formés. Mais la vraie formation de ces trous noirs est repoussée dans notre futur infini. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas, simplement parce qu'il n'y a pas de synchronisation de nos temps. Ces trous noirs se sont bel et bien formés dans leur temps à eux, leur temps propre. C'est le vrai temps qui compte, ce n'est pas notre temps à nous. Deuxième propriété physique fondamentale des trous noirs, formation donc par les fondements gravitationnels, en tout cas d'un trou noir stellaire. Eh bien, ici j'ai considérablement exagéré. Ils m'ont imaginé une étoile un petit peu bizarre avec des anomalies, des dissymétries, des grosses montagnes, etc. Évidemment, ce n'est pas comme ça pour une étoile, mais symboliquement, ça veut dire que toutes les irrégularités qui s'écartent de la symétrie sphérique sont évacuées au moment de la formation d'un horizon par ce qu'on appelle les ondes de gravitation. Les ondes gravitationnelles, je vous le rappelle, sont une des préconditions incontournables de la relativité générale, qui veut dire que non seulement une masse donnée courbe localement l'espace-temps, mais lorsque cette masse bouge, elle agite la structure même, la géométrie de l'espace-temps, et cette géométrie s'évacue en partie sous forme d'ondulations, de courbures qui se propagent à la vitesse de la lumière, que l'on appelle des ondes gravitationnelles. Et précisément, la formation d'un trou noir évacue l'essentiel des asymétries de l'étoile et va former un horizon des événements bien lisses. Et cela conduit en fait à la propriété la plus fascinante des trous noirs, qui correspond à un théorème de la physique des trous noirs. Un trou noir n'a pas de chevelure. Le Noether théorème, comme on dit en anglais. Ça veut dire que quand on considère toute la matière qui peut participer à la formation d'un trou noir, ou qui peut tomber une fois que le trou noir est formé, toute cette matière-là requiert évidemment des milliards de paramètres, si vous voulez la décrire exactement, sa structure atomique, sa forme, sa couleur, etc. Et ce qui est extraordinaire avec le trou noir, c'est que le trou noir avale toutes ces informations. Et une fois que le trou noir est formé et est à l'équilibre, le trou noir ne dépend plus que de 3 paramètres. Autrement dit, le trou noir est l'objet le plus simple de toute la physique. Ce qui peut paraître paradoxal, il est issu d'une théorie qui vous paraît peut-être un peu compliquée, et pourtant, il est entièrement décrit, une fois qu'il est à l'équilibre, j'entends, par 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est évidemment la masse. Tous les trous noirs ont une masse. Le deuxième paramètre, c'est le moment angulaire, lié donc à sa quantité de rotation. Et un troisième paramètre possible, c'est une charge électrique globale. Tous les autres paramètres sont évacués. Ça veut dire que donc il y a peu d'espèces de trous noirs sur le plan théorique. Le trou noir qui n'est caractérisé que par une masse, c'est-à-dire qui est neutre, électriquement neutre, et qui n'a pas de moment angulaire, c'est le trou noir dit de Schwarzschild, la solution de Schwarzschild découverte en 1917. Le trou noir qui possède une masse et une charge électrique a été également découvert par Reissner et Nordström en 1918, je crois. Sauf que, théoriquement, c'est important, mais astrophysiquement, ça ne joue aucun rôle, parce que les trous noirs astrophysiques ne peuvent pas avoir de charge électrique. Tout simplement parce que s'ils en avaient une, aussitôt formée, ils se neutraliseraient essentiellement, pas le temps de rentrer en détail, dû à l'énorme différence entre les constantes de couplage gravitationnel et la constante de couplage électromagnétique. Bien. Et le trou noir qui a une masse et qui tourne est le trou noir de Kerr, solution découverte en 1963. Le trou noir de Kerr a une structure beaucoup plus intéressante que le trou noir de Schwarzschild. Françoise vous l'a dit. Donc il est caractérisé, je répète, par sa masse et son moment angulaire. Son moment angulaire ne peut pas dépasser une certaine limite. On appelle ça le trou noir de Kerr extrémal.
c'est la limite à laquelle le moment angulaire J est égal au carré de la masse. Une unité relativiste, hein, G égale C égale 1, évidemment. Voilà. Ce qu'on voit, c'est que la structure interne du coup d'un trou noir en rotation est extrêmement riche. Ici, on a l'horizon des événements, c'est réellement la surface du trou noir proprement dit. L'énorme différence avec le trou noir sphérique, c'est que la singularité qui est au centre n'est plus une singularité ponctuelle, c'est un anneau qui est couché dans le plan équatorial. Et du coup, comme on va le voir, les trajectoires qui vont dans le trou noir ne convergent pas toutes nécessairement vers la singularité. Elles peuvent survoler l'anneau ou passer à travers. Ça va laisser la possibilité à l'existence de trous de verre. Et puis, autour du trou noir, il y a une zone de l'espace-temps dans laquelle des phénomènes énergétiques particuliers vont pouvoir se produire, notamment l'extraction d'énergie rotationnelle du trou noir à l'intérieur de cette zone baptisée ergosphère, du grec ergos, qui signifie énergie, c'est John Wheeler qui a donné ce terme-là. Parce que finalement, l'énergie totale d'un trou noir en rotation s'exprime par cette formule-là. On a une partie irréductible, en tout cas classiquement irréductible, et puis on a une partie de l'énergie stockée sous forme d'une énergie rotationnelle, avec effectivement le terme J qui existe là. Alors précisément, cette partie rotationnelle peut être extraite par certains processus, y compris des processus naturels, puis après des processus imaginés sur le papier, tandis que cette masse-là ne peut pas être extraite, en tout cas par les processus classiques. J'en dirai un mot. Alors précisément, ce qu'on appelle le processus de Penrose, c'est justement l'extraction d'énergie rotationnelle d'un trou noir. On imagine un projectile selon une trajectoire bien précise, il se désintègre en deux. Une partie va tomber dans le trou noir selon une orbite rétrograde, une partie va échapper, un fragment est récupéré, et quand on fait le bilan énergétique, on s'aperçoit que le fragment récupéré a une énergie plus grande que l'énergie initiale, parce qu'il a ralenti, la particule qui est tombée dans le trou noir a légèrement ralenti le trou noir et a pompé une partie de son énergie rotationnelle qui se retrouve dans le deuxième fragment. On trouve dans la Bible de la gravitation, qui est le fameux ouvrage de Meissner, Thorne et Wheeler, publié en 1973, ce schéma un petit peu science-fictionnesque, où ils ont imaginé une civilisation extraterrestre très avancée qui utilise l'énergie de rotation stockée dans un trou noir en construisant une immense structure où vous avez donc une cité industrielle qui produit évidemment des déchets, des ordures, qui sont mis dans des bennes. Les bennes sont larguées dans le trou noir selon des trajectoires bien calculées, et le contenu des bennes est lâché dans le trou noir selon une orbite rétrograde, et la benne est récupérée. C'est exactement le processus de Penrose, et quand on fait le calcul relativiste du bilan en énergie, on trouve que non seulement l'énergie finale, donc c'est la somme de l'énergie E égale mc2 de la masse des déchets dont vous vous êtes débarrassé, plus une énergie additionnelle venant de la rotation du trou noir. Et on peut montrer donc qu'on peut extraire comme cela jusqu'à 29%, un tiers de l'énergie totale d'un trou noir en exploitant donc ces rotations. Nous n'en sommes malheureusement pas encore là pour résoudre nos problèmes énergétiques. Comme je le disais, l'intérêt fondamental du trou noir de Kerr, l'un des intérêts, au-delà de l'intérêt astrophysique, là on est plutôt dans la partie théorique, c'est justement de permettre à certaines trajectoires d'éviter la singularité centrale, et ça on le voit avec d'autres diagrammes d'espace-temps que j'aime beaucoup. Ils ont été développés par Brandon Carter et Roger Penrose, on appelle ça donc les diagrammes de Penrose-Carter, qui traduisent la structure spatio-temporelle un peu complexe engendrée par un trou noir en rotation. Donc pour abréger, parce que je n'ai pas trop le temps, vous trouverez ça dans un de mes ouvrages un peu plus détaillés. Ça, c'est l'univers extérieur au trou noir, ce petit carré bleu. Et ça, ce sont des trajectoires. En rouge, ce sont des trajectoires possibles. Ça, en vert, c'est une trajectoire impossible, parce qu'elle sort du cône de lumière. C'est correspondant à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Voilà. Mais les trajectoires en rouge, ce sont des trajectoires qui plongent dans le trou noir en rotation. Et contrairement au trou noir de Schwarzschild, je vous l'ai dit, ces trajectoires peuvent éviter la singularité qui est annulaire. La singularité, ici, elle est là. Et elle est en pointillé, parce que ça veut dire qu'on peut passer à travers. Alors la trajectoire A passe à travers l'anneau singulier et débouche dans un univers asymptotiquement plat, c'est-à-dire allant à l'infini, qui est à l'intérieur du trou noir. Et dès que la singularité est passée, c'est comme si la gravité devenait répulsive. Les trajectoires B et C, elles, traversent les horizons successifs et donc survolent l'anneau et ressortent du trou noir, soit dans ce qu'on peut appeler un autre univers,
sorte d'univers parallèle, ou alors on peut topologiquement identifier ces deux blocs d'espace-temps comme étant le même univers. Vous reconnaissez là la possibilité donc des trous de verre, qui seraient donc des passages finalement, soit d'un univers à l'autre, ou soit en deux positions différentes d'espace-temps du même univers. Voilà donc ces possibilités théoriques, j'entends, laissées ouvertes donc par ces trous noirs en rotation. Deuxième phénomène fondamental, la physique des trous noirs, qu'on va appeler donc la façon dont les trous noirs réagissent aux interactions avec la matière extérieure ou avec d'autres trous noirs. On appelle ça la thermodynamique des trous noirs, tout simplement parce que les lois de la dynamique des trous noirs sont en correspondance extraordinairement frappante avec les lois ordinaires de la thermodynamique. À commencer par la fameuse deuxième loi. En fait, tous ces travaux datant des années 1970, travaux théoriques, montrent qu'un trou noir évoluant ne peut que croître au cours du temps. Un trou noir classique, j'entends, je vais venir un instant sur le trou noir quantique, ne peut que croître au cours du temps. Et la croissance, croître, ça veut dire c'est la surface de son horizon qui augmente au cours du temps. Il s'agit d'un trou noir unique qui interagit, ou alors de deux trous noirs qui fusionnent, par exemple. Deux trous noirs qui fusionnent, l'aire finale est supérieure à la somme des aires des deux trous noirs par an. Donc on a dA strictement supérieur à 0, ça rappelle évidemment la croissance de l'entropie. Et donc, question, est-ce qu'on peut associer donc, une entropie réellement à un trou noir qui serait en fait proportionnelle à l'aire du trou noir? Et donc, comme on va le voir, les formules analogiques suggèrent que cette entropie, à une unité particulière, c'est tout simplement l'aire divisée par 4. Et puis également, à partir du moment où il y a une entropie, il va y avoir une température, et cette température, toujours par ces analogies, serait proportionnelle à la gravité de surface. Et voilà donc la formule donnant la température d'un trou noir à la surface duquel la gravité de surface est égale à G. Alors après, quand on fait les calculs, on s'aperçoit par exemple pour un trou noir de masse stellaire, l'entropie est absolument gigantesque en unité de Boltzmann, si vous voulez, 10 puissance 77 pour un trou noir qui aurait la masse du Soleil, ce qui est donc une entropie fantastique, et on va retrouver par cette entropie gigantesque, puisque vous savez que l'entropie est liée à l'information, on va retrouver le fait que le trou noir est un piège à l'information. Et c'est pour ça qu'il ne dépend que de trois paramètres. Toutes les autres informations, il les a avalées. Et ça se traduit par une entropie gigantesque. Et quant à la température, elle est donnée par cette formule-là. On voit donc que ce phénomène thermique du trou noir est absolument négligeable pour les trous noirs astrophysiques. 10-7 degrés. Donc voilà, cette température est très inférieure au rayonnement de fond cosmologique. Donc ça ne va pas se passer pour les trous noirs ordinaires. Mais dès lors se posait un problème, on est là dans les années 70, si on est au-delà de l'analogie, s'il y a quelque chose de vraiment pertinent, s'il y a une vraie entropie, une vraie température, un objet qui a une température, il doit rayonner. Donc ça semble contradictoire avec le phénomène même du trou noir. Eh bien donc, comme vous le savez sans doute, ce phénomène a été en partie expliqué par la découverte de l'évaporation quantique affectant une catégorie de trous noirs qu'on va appeler les mini-trous noirs, c'est-à-dire seraient des trous noirs de taille suffisamment petite pour être soumis à des effets quantiques. Ce n'est évidemment pas des trous noirs formés par l'évolution stellaire, ce seraient d'éventuels trous noirs qui se seraient formés peu après le Big Bang, non pas par effondrement gravitationnel, mais par une pression extérieure du plasma qui aurait peut-être fait s'effondrer des grumeaux de différentes tailles et de différentes masses en une génération de trous noirs primordiaux, dont certains seraient microscopiques. Bien, alors et donc Hawking, en faisant un calcul où on a un champ gravitationnel classique et puis un espace-temps autour vide, mais décrit cette fois-ci de façon quantique par un ensemble de paires, le modèle de l'océan de Dirac, un ensemble de paires de particules, de paires virtuelles de particules et d'antiparticules. Le calcul statistique de ces quatre processus possibles montre qu'il y a un processus qui va dominer, et ce processus qui va dominer se traduirait par donc, le rétrécissement du trou noir, l'évaporation du trou noir, avec des échelles de temps dépendant de la masse. Et cette évaporation se déroulerait sous la forme d'un rayonnement thermique, qu'on appelle un rayonnement de corps noir,
Donc, ce n'est pas la même chose que le trou noir, hein, c'est la fameuse black body radiation. Bien. Et ça a suscité un sujet absolument passionnant qui sera développé dans le séminaire de la semaine prochaine par Aurélien Barraud, qui s'appelle le paradoxe de l'information. Ah ben oui, parce que on a une information gigantesque qui est stockée dans le trou noir lorsqu'il se forme, comme on vient de le voir. Quand le trou noir s'évapore, est-ce que cette information est entièrement restituée ou pas? Selon la relativité générale pure et dure, non, une partie de l'information est irrémédiablement perdue parce que l'information qui est contenue dans un rayonnement de corps noir est très inférieur à l'information totale. Or, en physique quantique, on ne peut pas perdre de l'information. C'est l'une des lois fondamentales qui s'appelle l'unitarité. Tout système obéissant aux équations de Schrödinger conserve son information. Et donc, ce paradoxe de l'information illustre l'incompatibilité actuelle entre la relativité générale, théorie de la gravitation, et la physique quantique, comme vous le savez, est l'un des principaux problèmes de la physique fondamentale d'aujourd'hui. Ça a conduit à beaucoup de développements théoriques absolument passionnants, notamment un développement lié à ce qu'on appelle le principe holographique, c'est-à-dire le principe selon lequel en fait, l'information qui serait contenue dans un volume pourrait être entièrement codée sur la surface de ce volume. De la même façon que dans un hologramme ordinaire, l'information est à 2 dimensions, mais par une projection et une illumination particulière, vous créez l'illusion d'une information à 3 dimensions. Voilà. Et donc, le trou noir est-il holographique, c'est-à-dire est-ce que toute l'information, donc l'entropie qui est dans le trou noir, est codée d'une certaine façon sur l'horizon du trou noir? Ben, il semblerait que oui, donc certains calculs qui ont été faits dans des approches de la gravitation quantique, théorie des cordes, gravité quantique à boucle, suggèrent qu'on peut découper en fait la surface d'un trou noir en unités élémentaires de surface, qu'on appelle des aires de Planck, et on peut montrer qu'en fait 4 aires de Planck donnent un bit d'information. 0 ou 1. Ce qui montre que donc la quantité totale d'information du trou noir, c'est bien l'aire divisé par 4. Mais cette information serait stockée sur la surface du trou noir. Voilà. Alors on peut relier ça, mais je n'ai pas le temps de le faire parce qu'il faut maintenant que je vous parle de l'astrophysique. On peut relier ça à certaines déclarations un peu récentes et un peu outrées et fracassantes de Stephen Hawking, qui disait avoir résolu le principe, le paradoxe de l'information par le caractère holographique du trou noir. Le caractère holographique du trou noir est connu depuis très très longtemps, mais il n'explique pas exactement comment l'information est vraiment codée lorsque de la matière franchit l'horizon, comment l'information peut rester collée sur la surface d'un trou noir. Bon, là on est dans des considérations de physique fondamentale et qui sont extrêmement importantes et prometteuses puisque le trou noir, objet théorique, est aussi au cœur de toutes les interrogations sur les futures théories de gravitation quantique. Alors on va s'approcher un peu plus maintenant de l'astrophysique. Visualiser les trous noirs. Avant de les observer, alors bon, juste une petite anecdote personnelle. Bon, moi, je suis de formation mathématique, donc je n'ai pas fait d'astronomie observationnelle. Et lorsque je suis arrivé à l'Observatoire de Paris au milieu des années 70, après quelques travaux très théoriques de cosmologie, très mathématiques, j'ai commencé effectivement à m'intéresser évidemment aux trous noirs. Comment ne peut-on pas s'intéresser à ces objets absolument fascinants à une époque où on commençait à soupçonner le rôle possible des trous noirs dans les quasars, dans les noyaux actifs de galaxies, peut-être dans certains systèmes d'étoiles doubles, mais les informations étaient relativement peu nombreuses et je voyais bien que les astronomes autour de moi restaient relativement sceptiques devant ces objets. Ils paraissaient pour certains des fantaisies de théoriciens. Voilà. Et donc la deuxième possibilité, c'est que avant de pouvoir les observer, on va simuler à quoi ils pouvaient ressembler. Alors ça a été un de mes premiers travaux où j'ai calculé par l'ordinateur à quoi pourrait ressembler un trou noir entouré d'un disque de gaz plat, un disque d'accrétion mince et chaud, en tenant compte de toutes les distorsions spatiales et temporelles, donc distorsion des rayons lumineux, qui donnent évidemment des images du trou noir tout à fait différentes des anneaux de Saturne, qui nous donneraient donc la vision d'anneaux circulaires dans un espace-temps normal euclidien. Ici, on est dans un espace-temps relativiste, et voilà l'image donc, que j'avais publiée en 1979, le disque d'accrétion. On le voit en totalité, il n'y a pas de partie cachée, parce que le champ gravitationnel va relever les images qui normalement seraient cachées par le disque du trou noir qui est ici.
On voit également, il s'agit d'un trou noir de Schwarzschild qui ne tourne pas. On voit également un petit halo qui entoure le trou noir, qui représente en fait une vision très déformée. De l'autre côté du disque, les déformations sont tellement considérables que les rayons lumineux qui partent dans la direction totalement opposée à celle de l'observateur, certains peuvent remonter par le champ gravitationnel et atteindre l'observateur lointain et donner donc une image secondaire de l'autre côté du disque. Et puis, vous voyez que le bord du disque ne touche pas, le bord du disque d'accrétion ne touche pas l'horizon des événements. Effectivement, Françoise l'a mentionné, pour les trous noirs qui ne tournent pas, la dernière orbite stable, correspondant donc au bord intérieur du disque d'accrétion, est égale à 3 fois le rayon de Schwarzschild du trou noir. Puis pour les trous noirs qui tournent, le disque va se rapprocher et va pouvoir toucher l'horizon des événements. J'aime bien, quand je regarde cette image, me rappeler cet extraordinaire, ces 2 quatrains de Gérard de Nerval, 1848. Évidemment, on ne parlait pas de trou noir à l'époque. Dans un de ses poèmes, il écrit la chose suivante, si je me souviens de mémoire. « En cherchant l'œil de Dieu, je n'ai vu qu'un orbite vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. » C'est quand même assez impressionnant comme description de cette image. Alors donc, après de nombreux travaux ont été faits pour développer ces simulations en couleur, en animation, en film, notamment par mon collègue Jean-Alain Marc. Jusqu'à l'année dernière, certains d'entre vous, vous êtes peut-être allés voir ce film de science-fiction dont on a beaucoup parlé, Interstellar, où par le biais d'énormes simulations numériques, avec tous les moyens de Hollywood, ils ont tout simplement reproduit les équations initiales, mais avec un petit peu plus de précision, mais pas tant que ça, parce que comme m'a expliqué Kip Thorne dans un message privé, qui était le conseiller scientifique du film, le producteur et le réalisateur lui ont demandé de négliger les effets que nous avions pris en compte initialement. Je n'avais pas parlé, ce sont les effets de dissymétrie du flux lumineux. Et oui, parce que le disque d'accrétion tourne autour du trou noir. Et il y a un effet Doppler extraordinairement fort qui fait que la partie qui s'avance de l'observateur, son flux lumineux est augmenté, et la partie qui s'éloigne, le flux lumineux, est diminué. C'est pour ça qu'il y a une asymétrie obligatoire dans l'image, asymétrie qui n'avait pas été prise en compte dans Interstellar. Et nous avions calculé déjà bien avant à quoi ressemblerait exactement cette configuration, en tenant compte de ces effets. Un autre effet du trou noir, c'est les effets de mirage gravitationnel, c'est-à-dire en déviant les rayons lumineux, non seulement ceux qui sont tout près de lui, par exemple émis par un disque d'accrétion, mais ceux qui sont en arrière-plan. Vous imaginez un trou noir devant un fond étoilé. Alors voici un magnifique fond étoilé, une carte du ciel, réaliste, ce n'est pas une construction, ce n'est pas une vue d'artiste, en direction de l'hémisphère sud, direction du centre galactique. Ici, c'est les étoiles brillantes, en fait, c'est Alpha et Beta du Centaure, si vous voulez tout savoir, etc. Mon collègue Alain Riazuelo, en 2006, a fait d'extraordinaires simulations numériques où il a calculé exactement le paysage, ce paysage-là, comment il serait modifié si on mettait un trou noir dans cette direction-là. Le résultat, c'est le suivant. On a donc une distorsion de l'image principale de la Voie lactée. Et puis ici, on a une structure tout à fait extraordinaire. On voit la Voie lactée, mais dans sa totalité, non pas seulement la portion de la Voie lactée qui est dans le champ de vue, mais la Voie lactée qui fait tout le tour du ciel. On la voit entièrement dupliquée dans cette région-là. En fait, l'effet de mirage gravitationnel, qui est aussi une prédiction incontournable de la relativité, nous dit qu'à l'intérieur d'une zone géométrique particulière qu'on appelle l'anneau d'Einstein, qui est un cercle, évidemment, pour des raisons de symétrie, eh bien, la totalité de l'univers extérieur est dupliquée. Donc, vous voyez la totalité de la voûte céleste, non pas seulement ce qui est dans le champ, qui est dupliquée par l'effet de loupe, en quelque sorte, du trou noir. Voilà. Une autre simulation, toujours faite par Alain, les 2 nuages de Magellan, grand nuage, petit nuage, la Voie lactée, la Croix du Sud, 1, 2, 3, 4, Alpha, Beta du Centaure, Canope, Achernar, le trou noir ici. Voilà ce que ça donne, cette magnifique image où on voit à nouveau à l'intérieur donc, de l'anneau d'Einstein la duplication complète de toutes les structures, la Voie lactée, le grand nuage de Magellan, son image secondaire, le petit nuage, la Croix du Sud, vous la retrouvez ici, Canope, vous la retrouvez là, et ainsi de suite. Voilà. Donc ces simulations pédagogiques permettent de mieux visualiser ces effets étonnants de loupe.
Bien, donc il me reste le dernier quart d'heure pour faire de l'astrophysique. Maintenant, passer à l'observation des différents types de trous noirs. Alors précisément, différents types de trous noirs. La relativité générale nous dit qu'a priori, il peut y avoir des trous noirs de toute taille et de toute masse. Alors, comme l'indique donc ce diagramme, qui met ici la masse des objets en unité solaire, donc ici, objets de faible masse, masse planétaire, etc., la masse du Soleil, la masse des étoiles massives, et puis là, on passe à des masses très importantes, comme on l'a vu, et ici, donc, le diagramme des densités, qui croissent vers le bas. Les planètes occupent cette région-là. Les naines blanches, on l'a vu, cette région-là avec la limite de Chandrasekhar. Les étoiles à neutrons, cette région-là. Et on retrouve un petit peu ce que j'avais montré dans un diagramme précédent pour l'évolution des étoiles, la ligne des trous noirs. Sauf que là, je l'ai étendue sur de très grandes tailles et de très grandes masses. Voilà. Cela veut dire que donc, dans toute cette région-là, tout objet qui a une masse et une densité dans cette région-là ne peut qu'être dans la zone des trous noirs. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on voit? Les trous noirs stellaires sont dans cette région-là, c'est-à-dire ils correspondent à des masses d'ordre stellaire, et donc on voit que pour les masses stellaires, on se trouve là, un petit peu au-dessus du côté des étoiles à neutrons. Les trous noirs dits de masse intermédiaire seraient des trous noirs dont les masses sont de l'ordre de 10 puissance 3, 10 puissance 4 fois la masse du Soleil. On a longtemps douté de leur existence, on verra que c'est assez difficile de les former. En revanche, les trous noirs géants sont légion, puisque François nous a rappelé qu'il y en a quasiment au centre de chaque galaxie, avec des masses commençant à 10 puissance 6 masse solaire, à peu près pour notre galaxie ordinaire, jusqu'à des masses dépassant le milliard de fois la masse du Soleil. Dans les quasars et autres objets, ce sont les trous noirs géants. Et puis on voit que maintenant, aux extrémités du diagramme, eh bien, dans cette zone-là, il y a la possibilité donc, de ces fameux mini-trous noirs, qui, eux, alors, la masse des mini-trous noirs pourrait être aussi petite que la masse d'une montagne, 10 puissance 15 grammes, et la taille correspondante serait de l'ordre de la taille d'un proton, par exemple. Et puis ces mini-trous noirs, soumis donc à des processus quantiques, donc d'évaporation, s'évaporeraient sur des échelles de l'ordre du temps de Hubble, c'est-à-dire à peu près de l'âge de l'univers. Et donc si ces micro-trous noirs existaient, on devrait pouvoir observer aujourd'hui l'évaporation, par une émission de corps noirs, si vous voulez, des trous noirs, des mini-trous noirs primordiaux dans cet intervalle de masse. Et puis tant qu'à faire de l'autre côté, on voit que finalement les conditions moyennes de l'univers observable aujourd'hui, la masse, on a une idée, quelques centaines de milliards de galaxies, et la densité moyenne, très proche de ce qu'on appelle la densité critique en cosmologie, ça se trouve là, très près de la condition pour que ce soit un trou noir. Notre univers est-il un trou noir? Bon, question ouverte. Alors, passons à rapidement sur chaque type de ces trous noirs. Détection des mini-trous noirs. Donc je vous le disais, les trous noirs, les mini-trous noirs, je suis une vue d'artiste évidemment ceci, les mini-trous noirs doivent s'évaporer, le temps d'évaporation se calcule en fonction de leur masse, seuls les trous noirs de masse inférieure à 10 puissance 15 grammes, formés donc à peu près au Big Bang, s'évaporeraient en un temps inférieur au temps de Hubble, donc les seuls qui seraient, dont l'évaporation serait aujourd'hui observable. Ils ont été cherchés, rien n'a été vu. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire que ça pose des contraintes sur la densité de micro-trous noirs, qui est en fait très faible, moins de 0,1 par année-lumière au cube. Voilà. Donc quand on s'inquiète parfois de l'irruption d'un micro-trou noir dans le système solaire, c'est un pur fantasme, parce que la probabilité est quasiment nulle. Alors il y a eu aussi, on en a beaucoup parlé récemment, la crainte qu'on puisse créer artificiellement des micro-trous noirs dans les fameuses expériences à très haute énergie conduites au CERN avec le LHC, qui fait rentrer donc en collision à des vitesses très proches de la vitesse de la lumière des particules élémentaires et créer momentanément des énergies extrêmement élevées. Alors, dans les théories standards, la relativité générale classique, il est hors de question d'avoir des énergies suffisantes pour créer, il s'en faut de 10 puissance 15 pour créer des micro-trous noirs.
En revanche, dans certaines théories de gravitation quantique, notamment la théorie des cordes, eh bien, et dans certaines variantes particulières de la théorie des cordes, le CERN est capable, dans le LHC, est capable d'atteindre des énergies qui permettraient de former des micro-trous noirs, tout simplement parce que dans la théorie des cordes, si vous voulez, la gravitation, elle est dispersée dans 10 dimensions d'espace. Et donc, elle est en quelque sorte diluée, et donc il faudrait moins d'énergie pour fabriquer un micro-trou noir dans notre tranche d'espace qu'on appelle une brane à 3 dimensions. Voilà. Bon, bref. Donc, il y a eu des articles qui sont parus dans la presse. On recevait, nous qui travaillons sur le sujet, on était inondés de mails en disant arrêtez tout, vous allez créer un micro-trou noir, vous jouez à Frankenstein, vous allez créer le monstre, ça va dévorer le laboratoire, la Terre entière, l'univers va disparaître. Voilà. C'est absolument ridicule, évidemment, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que les théories qui prédisent ça sont d'ores et déjà depuis longtemps éliminées par des contraintes expérimentales. La deuxième raison, c'est que même si un trou noir, un micro-trou noir se formait, il s'évaporerait, en tout cas si on en croit le phénomène de Hawking. Une troisième raison, c'est que en fait, il y a des rayons cosmiques à très haute énergie qui bombardent l'atmosphère constamment et des rayons cosmiques qui produisent des énergies de collision supérieures aux énergies du LHC. Donc, si ça fabriquait des mini-trous noirs, il y en aurait plein dans l'atmosphère de la Terre. Visiblement, il n'y en a pas. Bon, bref, vous oubliez cette peur du micro-trou noir dans le LHC. Donc, on va passer maintenant à la détection, la destruction des trous noirs stellaires, c'est-à-dire ceux formés par l'effondrement gravitationnel des étoiles. Il se trouve que donc beaucoup de trous noirs vivent dans des systèmes d'étoiles doubles, et c'est un petit peu, grosso modo, la seule manière d'espérer pouvoir les détecter. Le transfert de matière entre l'enveloppe de l'étoile principale, c'est une vue d'artiste évidemment, et le trou noir, il va y avoir un disque d'accrétion. Alors, ça se passe aussi avec les étoiles à neutrons, le même processus. Donc il faut arriver à faire la distinction entre ce qu'on appelle les sources X binaires contenant des étoiles à neutrons et celles qui contiennent des trous noirs. Et ce qui va jouer, c'est la masse. On va essayer de mesurer la masse de la composante invisible, et si la masse dépasse la limite de stabilité d'une étoile à neutrons, trop masse solaire, eh bien vous avez un candidat trou noir. Alors en fait, on peut classer les binaires X en deux grandes classes. Donc les binaires X de grande masse, les HMXB, High Mass X-ray Binaries, dans lesquels l'étoile gazeuse, c'est une étoile géante, une géante bleue par exemple, et vous avez donc un objet compact, étoile à neutrons ou trou noir, et donc voilà, vous avez un grand disque d'accrétion autour de cela, et puis vous avez les binaires X de faible masse, où l'étoile gazeuse, c'est une naine rouge, et vous avez donc un disque d'accrétion qui est de taille supérieure éventuellement à celui de la naine rouge. Et ici à l'échelle, j'ai mis la taille du Soleil. Donc après toutes les observations qui ont démarré dans les années 70 grâce à un premier satellite à rayon X, qui s'appelait Uhuru, et depuis toute une flopée de satellites à rayon X, capables donc de détecter les prédictions que faisaient les modèles de disques d'accrétion qui prédisaient que dans ces sources X binaires, le gaz était chauffé à des températures de plusieurs millions de degrés et donc devait émettre des bouffées de rayonnement X avec une certaine intensité, avec certaines variabilités, enfin tout un ensemble de caractéristiques qui ont commencé à être mesurés aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, ce qu'on peut appeler les candidats trous noirs, mais c'est plus que des candidats. Ils ont réussi l'examen, c'est-à-dire toutes les mesures, ne regardez pas le détail évidemment, quelques trous noirs stellaires remarquables, les mesures des masses de ces objets compacts dépassent toutes largement la limite de stabilité d'une étoile à neutrons. Alors, trou noir particulièrement remarquable, historiquement le premier d'entre eux qui a été identifié en tant que candidat trou noir, c'était Cygnus X1. Celui-là, Nova Muscae, il est particulièrement intéressant parce qu'il reproduit à petite échelle, c'est surtout le cas de Nova Aquila, voilà, de ces trous noirs-là, ils reproduisent à petite échelle ce qu'on a observé dans les quasars à grande échelle, c'est-à-dire on appelle ça des micro-quasars avec des disques d'accrétion accompagnés de G. L'une des questions fascinantes dans ces observations de plus en plus détaillées sur les disques d'accrétion, c'est de savoir si justement les trous noirs tournent ou pas. Alors aujourd'hui, on a en tout cas des modèles qui prédisent, on vous l'a dit, le bord interne du disque d'accrétion
se rapproche à mesure que le spin du trou noir augmente, et donc forcément le spectre en énergie du disque d'accrétion va être différent autour d'un trou noir qui tourne par rapport à un trou noir qui ne tourne pas. Et on commence à peine aujourd'hui à avoir des informations qui suggèrent que également à l'échelle stellaire, les trous noirs doivent tourner et certainement tourner avec un moment angulaire proche de la limite maximum. Trou noir intermédiaire, bon, je passe très vite, c'est l'idée que au centre de certains très gros amas globulaires, vous pouvez former un trou noir. C'est assez complexe parce qu'en général, il y a d'autres modèles qui suggèrent que la formation d'abord de binaires vont stopper l'effondrement gravitationnel du cœur et empêcher la formation de trous noirs de masse intermédiaire dans la plupart des amas globulaires, mais il y a au moins 2 candidats aujourd'hui qui semblent avoir passé le test. Le plus gros amas globulaire de la Voie lactée, Messier 15, et l'un des gros amas globulaires de notre voisine, la galaxie d'Andromède. Le trou noir galactique, Sagittarius A, eh bien donc des observations suivies depuis un grand nombre d'années de l'amas d'étoiles qui entoure le centre galactique. L'analyse dynamique donc montre un très très long travail patient de reconstitution de la dynamique générale suggère donc la masse qui est là, que l'on ne voit pas directement, mais on la voit par les mouvements qu'elle imprime à la matière lumineuse, une masse de l'ordre de 4 millions de fois la masse du Soleil. Les trous noirs supermassifs, l'objet essentiel des cours de Françoise, eh bien oui, elle vous a dit plus en détail que ça, qu'il y a toute une faune des noyaux des galaxies à noyaux actifs, les quasars, les radiogalaxies, des jets, tout un ensemble de phénomènes. Et c'est dans les années 60 que pour expliquer la libération d'énergie considérable, on ne pouvait pas faire appel à la libération d'énergie thermonucléaire, mais la libération d'énergie gravitationnelle, donc avec des trous noirs géants. Par exemple, Messier 87, dans lequel une grosse galaxie elliptique dormante, ce n'est pas un noyau actif, mais il y a un jet, en tout cas actif, si c'est actif parce qu'il y a un jet absolument extraordinaire, mais donc on est capable aujourd'hui de mesurer la rotation du disque d'accrétion autour et de mesurer l'effet Doppler, la partie qui se rapproche, la partie qui s'éloigne, donc la vitesse de rotation, bref, d'en déduire une masse de 3 milliards de fois la masse du Soleil dans Messier 87, et donc quelques trous noirs géants remarquables dont la dynamique est étudiée soit par le mouvement du gaz, soit par le mouvement des étoiles, soit par un effet un peu plus particulier qu'on appelle l'effet Maser, montre qu'on a des trous noirs géants systématiquement dans quasiment toutes les galaxies, à l'exception de certaines petites galaxies irrégulières comme le Grand Nuage de Magellan ou ce genre de choses, mais pour les elliptiques, les spirales barrées, les trous noirs géants. Alors justement, le trou noir géant est capable de détruire des étoiles entières dans son voisinage. Alors c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, une rupture d'étoiles par les forces de marée d'un trou noir. Donc ça c'est une simulation très très simpliste, montrant comment une étoile pénétrant dans cette zone-là qu'on peut appeler le rayon de marée du trou noir est détruite donc par les forces de marée. Donc une partie du gaz se met en orbite autour du trou noir pour former un disque d'accrétion et sera ultérieurement avalé. Une partie est éjectée. Dans les années 80, avec Brandon Carter, puis après avec d'autres chercheurs, nous avions découvert un processus particulier, le cas où une étoile pénétrait profondément dans le rayon de marée, ne se contentait pas de le frôler. Et nous avions montré, calculé en tout cas, à une époque où on ne pouvait pas faire d'observation, que l'étoile était essentiellement aplatie dans le plan de son disque, fortement aplatie, vous voyez, dans l'axe, la direction perpendiculaire au plan, fortement aplatie, une configuration en sorte de crêpe, enfin une crêpe un peu allongée, c'est peut-être une sorte de banane écrasée si vous voulez. Et puis on avait appelé ça les crêpes stellaires flambées parce que, évidemment, à force d'être comprimée, la température centrale augmentait. Et quand on met réellement une physique compliquée dedans, comme je l'ai fait récemment avec un de mes étudiants, la température centrale produit, ici on a 2 pics, 2 écrasements successifs avec des températures maximales de l'ordre du milliard de degrés, avec la possibilité de créer par ces crêpes stellaires flambées des flambées X, UV, voire des rayons gamma. Et ces choses-là ont été en fait récemment et sont couramment détectées. La première soupçon de rupture d'étoiles, c'est en 1995. Ensuite, avec le développement des satellites à rayons X, on observe couramment, chaque semaine, des étoiles détruites par les forces de marée de trous noirs géants. Dans la dernière minute qui me reste, je vous rappelle que Françoise vous a dit que les forces de marée ne pouvaient être efficaces que pour les trous noirs dont la masse est inférieure à la limite de Hills, 3
à peu près 300 millions de masses solaires, en tout cas pour détruire des étoiles de type solaire, parce que tout simplement, au-delà, le rayon de marée est à l'intérieur de l'horizon, donc les étoiles sont bouffées avant d'être détruites. Voilà. Et donc il faut quand même expliquer également la fourniture en gaz, justement, des trous noirs supermassifs, dont les masses, dans les quasars, par exemple, sont de l'ordre de 10 puissance 9 en masse solaire. Alors, il y a plusieurs modèles, et donc Françoise a mentionné le modèle de la collision stellaire, et donc un sujet qui n'a pas encore été beaucoup exploré, c'est en fait l'analogie qu'il y a entre la collision d'étoiles attirées dans le puits gravitationnel d'un trou noir supermassif et la rupture d'une étoile individuelle par les forces de marée d'un trou noir. Dans les deux cas, on a un certain facteur qu'on peut appeler le crushing factor, le facteur d'écrasement. Dans ce cas-là, c'est le rapport entre le rayon de marée et le rayon de plus courte approche, le rayon de périastre, et là, c'est la vitesse relative de collision par rapport à la vitesse de libération, et dans les deux cas, dès que bêta est supérieur à 1, on a une brisure de l'étoile, et lorsque bêta est largement supérieur à 1, on a une crêpe stellaire, et donc dans les collisions stellaires à grande vitesse, se produisant dans les quasars et les elliptiques géantes, on pourrait également avoir des flambées stellaires correspondant à ces écrasements d'étoiles dans les collisions stellaires. Pour finir, il me reste une minute, il y a évidemment, tout reste à faire dans les trous noirs, même si évidemment on a fait énormément de progrès à la fois sur la théorie et sur les observations. On a des trous noirs supergéants. Alors Françoise vous a dit que pour la plupart des trous noirs géants, il y avait plus ou moins une relation entre la masse du trou noir et la masse du bulbe. Oui, mais il y a des exceptions. Et souvent, ce qui est intéressant, ce sont les exceptions. L'une des exceptions, c'est cette galaxie-là, NGC 1277, qui semble avoir un trou noir central de 17 milliards de fois la masse du trou noir. Ce n'est pas tout à fait le record. Le record, c'est de l'ordre de ça. Voilà. Mais ça représente 14% de la masse totale de la galaxie. Alors que normalement, c'est de l'ordre de 0,1%, un millième de la masse totale de la galaxie. Et donc, comme c'est dans une galaxie naine, ben, ça remet en cause peut-être le processus de formation d'un trou noir, de croissance d'un trou noir à partir d'un trou noir initialement stellaire pour devenir très grand. Donc les temps de Hubble sont largement dépassés. On voit mal comment on peut fabriquer un trou noir aussi massif dans une galaxie aussi petite. Et ça renvoie à la possibilité d'une génération de trous noirs primordiaux supermassifs, c'est-à-dire de trous noirs formés au Big Bang, qui n'auraient pas seulement des masses de micro-trous noirs, mais également tout un spectre de masse allant à plusieurs millions de fois la masse du Soleil. Donc si vous imaginez une première génération de trous noirs primordiaux jusqu'à quelques millions de fois la masse du Soleil, eh bien, ils ont pu aider considérablement à la formation des galaxies et des structures autour d'eux, et ce qui aussi expliquerait le fait que, ben, également Françoise l'a mentionné, les quasars les plus lointains se sont formés 8 à 900 millions d'années à peine après le Big Bang, et ils ressemblent à des trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires. La seule façon d'expliquer, enfin, c'est pas la seule façon, mais l'une des façons d'expliquer, c'est à partir de générations de trous noirs primordiaux. Et vraiment, pour conclure, le futur de l'observation des trous noirs, mis à part donc des télescopes comme l'Event Horizon Telescope, Gravity, etc., qui vont avoir une résolution suffisante peut-être pour observer les parages du trou noir galactique, c'est la détection directe d'ondes gravitationnelles venant de trous noirs. On a des appareils qui s'appellent les interféromètres gravitationnels, et les modèles de collision de trous noirs prédisent, on peut calculer la courbe de lumière gravitationnelle. Ici, dans la phase de spirale des trous noirs, vous avez ceci. Dans la phase de fusion, vous avez ce signal-là, et après vous avez les vibrations, qu'on appelle les modes quasi-normaux du trou noir, avant qu'il se stabilise pour former le fameux trou noir de Kerr parfait. Donc tout ça, il y a des échelles de temps et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est prédit par la théorie. On attend les performances des instruments. Et l'un des espoirs, c'est qu'on pourrait observer, par exemple, la coalescence de trous noirs supermassifs, lorsque des galaxies fusionnent. Elles fusionnent également leurs trous noirs respectifs, et cette coalescence de trous noirs supermassifs pourrait éventuellement être vu par un projet d'interféromètre gravitationnel placé dans l'espace, qui est le projet donc ELISA. Et donc en ce moment est lancé une sorte de prototype d'ELISA qui s'appelle le Pathfinder, qui va tester les possibilités de réellement faire ce genre d'expérience à l'horizon d'une vingtaine d'années. Et à l'horizon d'une vingtaine d'années, si on a cet interféromètre gravitationnel spatial, on pourrait effectivement détecter directement, cette fois-ci, les ondes gravitationnelles, qui, comme vous le savez, ont été détectées indirectement pour l'instant avec des systèmes de pulsars, mais là directement venant de la coalescence de trous noirs, ce qui représenterait une nouvelle fenêtre d'observation extraordinairement fascinante qui nous rapprocherait
complètement de l'horizon des événements d'un trou noir. J'ai dépassé de 3 minutes mon temps, je m'en excuse. Si vous voulez un petit peu approfondir, je vous suggère quelques lectures, notamment donc, cet ouvrage-là, dans sa version d'origine et sa version de poche. Merci.